Jack London. Le courage d'une femme. Un chien loup, aux yeux curieux et aux poils givrés, glissa sa tête à travers l'ouverture de la tente. « Et va-t'en, Siwash, fiche le camp, suppôt de Satan !» criaient les occupants de la tente. Après avoir reçu un coup de gamelle en fer-blanc de la part de Beetle, le chien rebroussa chemin immédiatement. Will Savoy ferma l'ouverture de la tente et poussa une poêle du feu d'un coup de pied afin de pouvoir se réchauffer les mains. Le froid était terrible. 48 heures plus tôt, le thermomètre alcool affichait déjà moins 68 degrés. Et depuis, la température n'avait cessé de baisser, sans que l'on puisse savoir combien de temps cela allait durer. Il aurait été suicidaire, à moins qu'on y soit contraint, de s'aventurer loin d'un poêle pendant cette période, au risque de se geler les poumons. Et pour celui qui essayait, il avait une toux sèche et tenace, dans un premier temps, identique à celle qu'on a quand on grille du bacon à cause de la fumée. Puis, il fallait attendre le printemps ou l'été, pour creuser un trou, après avoir fait un feu pour dégeler la terre, afin d'y mettre le corps de l'homme qu'on recouvrait de mousse. Et ceux qui doutent que le corps ne peut pas rester intact au Klondike jusqu'au jour du jugement devraient savoir qu'il n'y a pas de meilleur pays pour mourir. Mais il ne faut pas en conclure pour autant que c'est un pays où il fait bon vivre. Aussi, les hommes préféraient rester près du poêle, même s'ils peinaient à maintenir une différence de température avec l'extérieur. La moitié du sol était recouverte de fourrure pour le couchage, disposée sur des rameaux de pin afin de les isoler de la neige, et sur la partie restante, celle-ci était tassée à force d'être piétinée. On pouvait y trouver des ustensiles de cuisine et l'équipement indispensable à un camp de l'Arctique. Le poêle était chauffé à blanc, et pourtant, les arêtes du bloc de glace, stockées à proximité, étaient restées aussi tranchantes qu'au moment où on l'avait retiré de la rivière. Un demi-pouce de glace cristallisée recouvrait la totalité de la tente. La pression du froid poussait la chaleur vers le haut, au-dessus de la cuisinière, à l'endroit où le tuyau des fumées traversait la toile. Et la seule partie qui restait sèche se situait en périphérie, pour former un deuxième cercle fumant vers l'extérieur, puis un troisième halo détrempé, avant de laisser la place au givre. Oh! Un homme jeune, barbu, blême et fatigué, encore alité dans des fourrures, lança un râle dans son sommeil, à cause de la douleur. Il finit par se découvrir à moitié, en s'asseyant, et trembla de façon intermittente, comme s'il avait dormi dans un lit d'ortie. « Retourne-le tout de suite, ordonna Beetle. Il a des crampes. » Sans tarder, une demi-douzaine de ses camarades le frictionnaient, avec la meilleure efficacité possible. « Maudite piste, » murmura-t-il en mettant de côté les fourrures, afin de pouvoir s'asseoir. « J'ai fait de la course à pied. J'ai joué au foot, en quart arrière, pendant 3 saisons, et je me suis endurci de toutes les façons possibles. Mais j'ai l'impression d'être aussi viril qu'un Athénien efféminé depuis que je traîne ma carcasse dans ce trou perdu. » Il s'est rapproché avec peine jusqu'au feu et a roulé une cigarette. « Oh, je ne pleurniche pas. Je vais me retaper, mais je suis pas fier de moi. Me voici ici, après 30 kilomètres de piste, aussi claqué, raide et endolori qu'une cliente de salon de thé, après une petite promenade de campagne. Bah, ça me rend malade. T'as une allumette ? Te mets pas en colère, mon gars. » Beetle lui donna une allumette et s'adressa à lui sur un ton paternel. « T'as flanché cette fois, et puis, je me souviens de la première fois que j'ai pris la piste. Dur. Il m'a fallu pas moins de 10 minutes pour pouvoir me sortir d'un trou d'eau et me relever avec chaque articulation qui craque, comme si tu allais mourir. Des crampes, quand cela m'arrivait, il fallait une demi-journée aux camarades du camp pour me les faire passer. Tu débrouilles pas mal pour un louveteau, et t'as de l'avenir. Tiens une année, et tu pourras clouer sur place les anciens, quand tu le voudras. Et surtout, t'as pas la veine de graisse, qu'a déjà envoyé des hommes forts dans le sein d'Abraham avant l'heure. Veine de graisse. Oui, c'est une expression. Pour la piste, c'est pas les plus costauds qui sont les meilleurs. Jamais entendu parler. T'en as jamais entendu parler ? Eh bien, c'est la vérité. Et tout le monde le sait. La force, c'est bien pour un temps. Mais sans l'endurance, ça sert à rien. Et la force et l'endurance, ça marche pas ensemble. Il faut des gars endurants pour tenir à s'accrocher. Et quand ça devient aussi dur que l'enfer, les grands costauds tiennent pas. Pardieu, interrompit Will Savoy. Ça me rappelle une histoire. Je connaissais un homme, aussi costaud qu'un buffle, et un petit homme dénommé l'oncle McFan. Il l'accompagnait pendant la ruée de Sulphur Creek. Vous connaissez l'oncle McFan, ce petit Irlandais, toujours souriant avec ses cheveux roux? Il marchait jour et nuit, et le costaud lui demandait à s'allonger dans la neige, parce qu'il était fatigué. Et le petit homme tape le costaud, qui pleure, comme on dit déjà. Ah oui, comme un enfant. Et le petit homme le tape,
et le retape, tout le long du chemin, pour pousser gros jusqu'à ma cabane. Et il a fallu attendre le printemps, avant qu'il sorte de mes couvertures. Jamais vu une squaw comme lui. Jamais. Lui, la veine de graisse, c'est sûr. Il l'avait en lui. Et il y avait aussi Axel Gunderson, dit Prince, le grand Scandinave. Son corps endormi est encore là-bas, quelque part, dit-il en balayant sa main dans la direction de l'Est mystérieux. Les événements tragiques qui ont suivi sa mort avaient profondément marqué l'ingénieur des mines. Le plus grand homme que j'ai connu, qui était capable de prendre la mer ou de chasser l'orignal. C'est l'exception qui confirme la règle, comme on dit, ajouta Beetle. Et regardez sa femme, une gars. Elle faisait 110 livres sur la balance, pas une once de graisse de plus. Et pour ce qui est du cran, elle en avait autant que lui, et peut-être plus. Et elle n'avait peur de rien. Mais c'est parce qu'elle l'aimait, remarqua l'ingénieur. C'est pas seulement ça. Écoutez, frère, coupa Sitka Charlet, assis sur une caisse de provisions. Vous avez parlé de la veine de graisse, qui court dans les muscles des hommes forts, du courage des femmes et de l'amour, et vous en avez bien parlé. Mais j'ai à l'esprit des choses qui sont arrivées, il y a longtemps, alors que les feux des hommes étaient aussi espacés que les étoiles dans le ciel. C'est alors que j'avais été entraîné dans une histoire avec la veine de graisse d'un homme fort et d'une femme. La femme était petite, mais son cœur était plus fort que le cœur de l'homme, et elle avait un sacré courage. On a dû progresser sur une neige épaisse, jusqu'à l'eau salée, par un froid terrible, avec la faim qui nous tenaillait. Mais comment puis-je dire ? Le courage de la femme était plus fort que tout. Après avoir fait une pause, il détacha avec sa hache des morceaux de blocs de glace situés à côté de lui, pour les jeter dans la battée posée sur le poêle, pour avoir de l'eau à boire. Les hommes se rapprochèrent de lui, et celui qui avait des crampes essaya d'en faire autant, malgré ses douleurs. « Frère, le sang rouge des Siwash coule dans mes veines, à cause des fautes de mes pères, mais vous savez aussi que mon cœur est blanc, grâce aux vertus de mes amis. Une grande vérité m'est venue, quand j'étais encore enfant. J'ai compris que la terre serait occupée par les Blancs, et que les Siwash n'y pourraient rien, et que comme le caribou et l'ours, ils devaient périr dans le froid. Alors, j'ai décidé de m'asseoir avec vous, près de vos feux, pour me réchauffer, et je suis devenu l'un d'entre vous. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, et parfois des choses surprenantes. J'ai parcouru de longues pistes, avec des hommes très différents, et vous savez que j'ai acquis la même manière de penser que vous. Pour cette raison, lorsque je juge un blanc, je sais que vous ne le prendrez pas mal. Et quand je dis du bien d'un homme du sang de mon père, je sais que vous ne direz pas. Sitka Charlet est un Siwash, et ses yeux sont fourbes, et sa parole ne vaut rien. Oui ou non ? Les hommes disposés en cercle marquèrent leur assentiment en murmurant. La femme dont je vous parle s'appelait Pasuk. Je l'avais achetée dans les règles à sa tribu, qui est de la côte, et dont le totem Chilkat se tenait debout sur un bras salé de la mer. Je ne me suis même pas préoccupé de savoir si elle était belle, car mon cœur ne s'en est mêlé à aucun moment. Ses yeux n'ont presque pas quitté le sol. Elle était timide et craintive, comme les filles le sont, lorsqu'elles sont jetées dans les bras d'un étranger. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas de place dans mon cœur pour qu'elle puisse y glisser, car j'avais un grand voyage en tête, et j'avais besoin d'une personne pour nourrir mes chiens et manier la pagaie avec moi durant de longues journées sur les rivières. Une seule fourrure nous protégerait du froid, tous les deux, pendant les nuits. J'ai donc choisi Pasuk. Est-ce que j'ai dit que j'étais au service du gouvernement ? Il est important que vous le sachiez. J'ai donc embarqué, avec Pasuk, sur un navire de guerre, avec mes traîneaux et mes chiens, et de la nourriture déshydratée, et nous avons pris le cap vers le nord, jusqu'au bord de la mer de Bering, où nous avons été débarqués. Moi, Pasuk et les chiens. J'étais missionné par le gouvernement, et je disposais d'une somme d'argent, des cartes du territoire inhabité et du courrier. Ces lettres étaient scellées et protégées des intempéries, et je devais les livrer au vaisseau baleine de l'Arctique, prisonnier des glaces du Grand Mackenzie. C'était la plus grande rivière, après notre Yukon, mère de toutes les rivières. Cependant, mon histoire ne concerne pas les baleiniers, ni l'hiver que j'ai passé immobilisé, à proximité du Mackenzie. Au printemps, quand les jours ont rallongé, et que la neige formait une croûte et avait durci, Pasuk et moi, nous avons pris la direction du sud, vers le Yukon. Il suffisait de marcher en direction du soleil, mais le voyage n'en demeurait pas moins épuisant. C'était une terre encore vierge, comme je l'ai dit, et nous avons dû nous battre contre le courant, à la perche et à la pagaie pour atteindre 40 miles. On retrouvait à nouveau des visages blancs,
et nous avons pu enfin nous poser. L'hiver a été très dur. L'obscurité et le froid se sont installés, et la nourriture n'a pas tardé à manquer. À chaque homme, la compagnie avait donné 40 livres de farine et 20 de bacon. Il n'y avait pas de haricots. Les visages étaient creusés, et les chiens avaient les ventres plats, et ils hurlaient sans arrêt. Beaucoup d'hommes avaient le scorbut, et les plus forts d'entre eux sont devenus faibles, et les plus faibles mouraient. Alors, on est allé au magasin un soir. Les étagères vides nous ont ramenés à la réalité. Nous avons parlé à voix basse, à la lumière du feu, car les bougies avaient été mises de côté pour ceux qui seraient encore là au printemps. Après avoir discuté, il était décidé qu'un homme devrait aller en direction de l'eau salée et avertir le monde de notre situation. Aussi, tous les yeux se sont tournés vers moi, car j'avais une réputation de grand pisteur. Il y a 700 miles, ai-je dit, pour atteindre la mission Hens, située sur la côte, et chaque pouce devra être franchi en raquette. Donnez-moi les plus forts de vos chiens et le meilleur de votre nourriture, et j'irai. Et avec moi viendra Pasuk. Après m'avoir écouté, ils ont acquiescé. Soudain, un Yankee grand et solide, dénommé Long Jeff, a pris la parole. Il s'est vanté d'être un grand voyageur, élevé au lait de bison, et rompu à l'exercice de la marche en raquette. Il m'accompagnerait jusqu'à la mission, pour le cas où il m'arrive quelque chose sur la piste. J'étais jeune, et je ne connaissais pas les Yankees. Comment pouvais-je savoir que la veine de graisse se cachait souvent derrière les beaux parleurs, ou que les hommes capables de cela ne s'en vantaient jamais? Donc, nous avons pris les plus forts des chiens, et le meilleur de la nourriture. Et nous avons pris la piste, Pasuk, Long Jeff et moi. Eh bien, vous avez déjà tous tracé votre piste en traîneau, dans la neige vierge, et vous n'êtes pas aussi sans connaître les dangers des fleuves. Donc, je ne m'étonnerai pas. Si certains jours nous arrivions à parcourir 30 miles, cela tournait plus souvent autour de 10. Le meilleur de la nourriture ne pesait pas lourd, et nous avons dû restreindre les portions, dès le début. De même, les plus forts des chiens n'étaient pas vaillants, et nous avons dû peiner avant de les remettre sur pattes. À White River, nous avons perdu un équipage, sur les 3 que nous avions, alors que nous n'avions parcouru que 200 miles. Mais rien n'a été perdu. Les chiens qui avaient quitté la piste sont allés dans le ventre des autres. Pas un signe de vie, pas une fumée, avant que nous n'ayons pu rejoindre le Pelly. J'avais compté y trouver des vivres, et y déposer Long Jeff, qui ne cessait de se plaindre de la piste. Mais les poumons du chef de comptoir sifflaient, et ses yeux étaient brillants. Il nous a montré son garde-manger, et celui du missionnaire vide, ainsi que la sépulture de ce dernier, protégé des chiens, sous un tas de pierres empilées. Il y avait quelques Indiens, mais parmi eux, aucun bébé, ni aucun homme âgé. Il était clair que peu d'entre eux ne reverraient le printemps. Alors, nous avons repris la piste, avec l'estomac vide et le corps lourd, avec un demi-millier de miles à parcourir dans la neige et le silence entre nous, et la mission Hens jusqu'à la mer. La nuit polaire était à son apogée, et à midi, le soleil ne pouvait même pas dégager la ligne d'horizon au sud. Heureusement, les congés encombraient moins la piste, et j'ai poussé les chiens pour parcourir le plus de distance possible pendant la journée. Comme je l'ai dit à 40 miles, chaque pouce devait être gagné en raquette, et les chaussures finissaient par blesser nos pieds, qui craquelaient, jusqu'à former une croûte, et ne guérissaient jamais. Chaque jour, ces plaies devenaient de plus en plus douloureuses, et chaque matin, lorsque nous mettions les chaussures, Long Jeff pleurait comme un enfant. Je l'ai placé devant le traîneau le plus léger, afin qu'il puisse damer la piste avec ses raquettes. Mais au bout d'un moment, il a préféré les retirer, et à cause de ça, ses mocassins ont fait de grands trous, qui ont fatigué encore plus les chiens, déjà exsangues. Après l'avoir réprimandé, il a promis de ne pas recommencer, mais il n'a pas tenu parole. Alors, pour soulager les chiens, je n'ai pas eu d'autre choix que d'utiliser mon fouet pour l'obliger à obtempérer. Il portait bien en lui la veine de graisse, car il supportait la douleur autant qu'un enfant. Mais revenons à Pasuk. Tandis que l'homme était couché près du feu et pleurait, elle préparait à manger, et elle m'aidait à équiper les traîneaux le matin, et à les dételer le soir, et elle a sauvé les chiens. Elle était toujours à l'avant, avec les raquettes aux pieds, pour damer la piste. Pasuk, comment dire, je considérais comme allant de soi qu'elle fasse ces choses, et je ne cherchais pas à en savoir plus, car mon esprit avait d'autres préoccupations. Et en outre, j'étais encore jeune, et je ne connaissais pas bien les femmes. C'est seulement en regardant en arrière que j'ai pu comprendre. Les chiens n'avaient presque plus de force en eux, mais l'homme ne faisait plus rien,
Il demeurait à l'arrière du traîneau pour ne pas avoir à ouvrir la piste. Pasuk a dit qu'elle prendrait sa place. Donc, il n'avait plus rien à faire. Le matin, je lui donnais sa part de nourriture et je le laissais partir devant tout seul. Alors Pasuk et moi, on levait le camp après avoir chargé les traîneaux et attaché les chiens. À midi, alors que le soleil nous éclairait à peine, nous rattrapions l'homme et lorsque nous le dépassions, nous pouvions voir des larmes gelées sur ses joues. Et le soir, après avoir installé le camp, on lui mettait de côté sa part de nourriture et on étendait ses fourrures pour la nuit. À cet effet, nous faisions un grand feu pour qu'il puisse nous retrouver. Il arrivait en boitant des heures plus tard et avalait sa portion de nourriture en gémissant avant de s'endormir. L'homme n'était pas malade, il était seulement éreinté par la piste et épuisé à cause de la faim. Et il en était de même pour Pasuk et moi aussi. Mais nous faisions tout le travail, et lui aucun. Mais il avait cette veine de graisse, dont notre frère Bitol a parlé. De plus, nous donnions toujours à l'homme sa part de nourriture. Alors un jour, nous avons rencontré deux fantômes qui marchaient dans le silence. Il y avait un homme et un garçon, des blancs. La glace était ouverte sur le lac Le Barge, et ils avaient perdu l'essentiel de leur équipement. Ils n'avaient chacun plus qu'une seule couverture sur leurs épaules. Le soir, ils faisaient un feu et restaient à côté pour tenir jusqu'au matin. Il leur restait un peu de farine qu'ils mélangeaient à de l'eau chaude qu'ils buvaient. L'homme m'a montré tout ce qu'il leur restait, 8 tasses de farine, et 200 maïs les séparaient encore de Péli, touchés par la famine. Ils ont dit aussi qu'il y avait un Indien qui était resté derrière, parce qu'il avait du mal à suivre, mais qu'ils avaient partagé la nourriture. Mais je savais qu'ils mentaient, car sinon, l'Indien aurait été avec eux. Je ne pouvais leur donner aucune nourriture, et ils ont tenté de voler un chien, celui qui paraissait le moins squelettique, et je leur ai braqué mon pistolet sous le nez. Et ils sont partis, en chancelant, affaiblis et ivres de fatigue, dans le silence, en direction de Péli. À présent, il ne me restait plus qu'un traîneau, et 3 chiens, qui n'avaient plus que la peau sur les os. On dit que lorsqu'il ne reste plus de bois, la maison se refroidit, et il en allait de même pour nous. Avec rien à avaler, les morsures du froid étaient tranchantes, et nos visages étaient tellement noirs et gelés que nos propres mères ne nous auraient pas reconnus, et nos pieds étaient très douloureux. Le matin, quand je reprenais la piste, je faisais des efforts afin de ne pas crier, tellement la raquette me faisait mal. Pasuk n'a jamais ouvert les lèvres, elle se plaçait devant pour ouvrir la piste pendant que l'homme hurlait. Le courant avait érodé la glace au-dessous des rapides de Sorty Miles, et il y avait beaucoup de crevasses et de trous ouverts sur l'eau. Le matin, l'homme prenait un peu d'avance. Un jour, nous sommes tombés sur lui alors qu'il se reposait, mais nous étions séparés par une étendue d'eau. Il avait pu la contourner par un passage qui semblait trop étroit pour un traîneau. Nous avons fini par trouver un pont de glace. Pasuk, qui était la moins lourde, est passée devant, avec une longue perche dans les mains, comme une équilibriste, au cas où la glace aurait rompu. Et elle a réussi à passer, puis elle a appelé les chiens. Mais comme ils n'avaient ni perche ni raquette, la glace a rompu, et ils furent emportés par le courant. Je me suis accroché au traîneau jusqu'à ce que les harnais cèdent, et que les chiens disparaissent sous la glace. J'avais pensé qu'ils auraient pu nous nourrir pendant une semaine, même s'ils n'avaient plus que la peau sur les os. À présent, il ne fallait plus y penser. Le lendemain matin, j'ai divisé le peu de nourriture qui nous restait en 3 parts égales, et j'ai proposé à Long Jeff de marcher séparément, s'il le souhaitait, car nous allions voyager vite et léger. Mais il a protesté, et s'est apitoyé sur son sort et ses pieds écorchés. Il m'a accusé de remettre en cause les règles de camaraderie. Après inspection, nous nous sommes rendus compte, Pasuk et moi, que nos pieds étaient encore plus meurtris, à force de marcher devant les chiens. Long Jeff a juré qu'il préférait mourir, plutôt que de reprendre la piste. Alors Pasuk a pris un pardessus en fourrure, et moi une gamelle et une hache, et nous nous sommes préparés à partir. Mais après avoir regardé la ration de l'homme, elle a dit: « Pourquoi gaspiller de la bonne nourriture pour ce bébé? Il vaudrait mieux qu'il soit mort. » J'ai dit non d'un mouvement de tête, en lui expliquant qu'on ne lâche jamais un camarade. Alors, elle a parlé des hommes de Forty Miles, qui étaient nombreux et braves, et qui comptaient sur moi pour avoir de la nourriture au printemps. Mais comme je n'étais toujours pas d'accord avec elle, elle a saisi le pistolet de ma ceinture, en un éclair, et comme notre frère Beetle le dit si bien, Long Jeff est allé rejoindre le sein d'Abraham avant l'heure. J'ai aussitôt réprimandé Pasuk, qui ne semblait ressentir aucune animosité, ni regret, mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison.
Sitka Charlet fit une pause et jeta à nouveau des morceaux de glace dans la battée sur le poêle. Les hommes restaient silencieux, et un frisson leur parcourut le dos quand ils entendirent les longs hurlements des chiens dans le froid glacial. Tous les jours, nous pouvions retrouver, Pasuk et moi, le lieu où les deux fantômes avaient passé la nuit, dans la neige. Et cela nous donnait une motivation supplémentaire d'atteindre l'eau salée. Alors, nous avons rencontré l'Indien, comme s'il s'agissait d'un autre fantôme, avec son regard tourné vers Pelly. Il nous expliqua que l'homme et le garçon lui avaient laissé très peu de nourriture, et il n'avait plus aucune farine depuis 3 jours. Chaque soir, il n'avait pas d'autre choix que de faire bouillir des morceaux de ses mocassins dans une tasse pour les manger, et il ne lui en restait plus beaucoup aux pieds. C'était un Indien de la côte, et Pasuk pouvait le comprendre, car il parlait sa langue. Il ne connaissait pas bien les pistes du Yukon, car il était étranger, et il souhaitait rejoindre Pelly. À quelle distance était-il? 2 nuits? 10? 100? Il ne le savait pas, mais c'était son seul but. Il était maintenant trop tard pour reculer. Il n'avait plus le choix. Il ne nous a rien demandé, car il devait voir que nous manquions aussi de nourriture. Pasuk m'a regardé, puis a regardé l'homme, comme si son cœur était déchiré, comme une perdrix dont les petits sont en danger. Aussi, je me suis tourné vers elle, et je lui ai dit, « Cet homme a été traité injustement. Est-ce que je dois lui donner une partie de notre nourriture ?» Il m'a semblé voir brusquement un éclair dans ses yeux. Elle a réfléchi longtemps, et après que ses lèvres se soient serrées, elle a dit d'un ton ferme. « Non, nous ne savons pas à quelle distance nous sommes de l'eau salée, et la mort nous guette encore. Mieux vaut qu'elle prenne cet étranger, et qu'elle laisse mon homme Charlet. » Alors, l'homme est parti dans le silence, en suivant la direction de Pelly. Cette nuit, Pasuk a pleuré, et c'était la première fois que je la voyais dans cet état. Et ce n'était pas à cause de la fumée du feu, car le bois était sec. Je n'avais pas imaginé la voir pleurer un jour, et j'ai pensé qu'elle n'en pouvait plus de supporter la piste et la douleur. La vie est une chose étrange. J'ai longuement réfléchi et cherché à éclaircir à maintes reprises ce mystère. Cependant, j'ai le sentiment qu'il s'épaissit jour après jour. Pourquoi cet amour pour la vie? C'est un jeu auquel personne ne peut gagner. Vivre, c'est lutter et souffrir, jusqu'à ce que le poids des années, ainsi de eux, s'abatte sur nous, et que nous laissions finalement tomber nos mains sur les cendres froides, de feu éteint. La vie est dure. C'est dans la douleur que l'enfant prend son premier souffle. Dans la douleur que les vieillards rendent leur dernier souffle. Et chaque jour apporte son lot de souffrance et de peine. Pourtant, l'homme avance, les bras ouverts vers la mort, trébuchant, tombant, avec les souvenirs du passé à l'esprit, jusqu'au dernier instant. Et la mort est douce. C'est seulement la vie, et les choses de la vie, qui nous font du mal. Et malgré tout, nous aimons la vie, et détestons la mort. Comme c'est étrange. Nous avons parlé peu, Pasuk et moi, les jours suivants. À la nuit, nous nous allongions dans la neige, comme des morts vivants, et au matin, nous reprenions la piste, comme des automates, et toutes les choses semblaient mortes. Il n'y avait ni perdrix, ni écureuil, ni aucun lapin. Rien. Il était impossible de deviner la rivière sous le manteau neigeux. Même la sève des arbres semblait gelée. Il s'est mis à faire encore plus froid. Et pendant la nuit, les étoiles brillaient de 1000 feux et semblaient très proches de nous. Et le jour, l'astre solaire semblait se dédoubler en une myriade de soleils. Les flocons de neige présents dans l'air ambiant scintillaient comme des cristaux de diamants. Et il n'y avait ni chaleur, ni bruit, seulement le froid glacial et le silence. Comme je le disais, nous marchions comme des morts vivants, comme dans un rêve, et nous avions perdu toute notion du temps. Tout notre être était tourné vers l'eau salée. Nous avons campé tout près du Takena, sans le savoir. Nos yeux ont vu Whitehorse, sans le réaliser. Nos pieds ont suivi le portage du canyon, sans le voir.
et il nous semblait ne plus rien ressentir. Et à présent, nous tombions l'un après l'autre, sur la piste, avec le regard inexorablement tourné vers l'eau salée. Nous arrivions à la fin des provisions, et avec Pasuk, nous avons partagé le peu qu'il nous restait. Mais elle tombait plus souvent que moi, et à Caribou Crossing, ses forces ont fini par l'abandonner peu à peu. Le matin, nous nous sommes couchés sous la couverture de fourrure, et nous n'avions plus assez de force pour reprendre la piste. Je m'étais résolu à rester là, et à accepter la mort, en tenant la main de Pasuk, car j'avais changé, et j'avais appris ce qu'était l'amour d'une femme. De plus, le sommet du Grand Chilcoot, balayé par des vents violents, se tenait dressé au-dessus de la forêt, et 80 miles nous séparaient encore de la mission Hens. Pasuk s'est mis à me parler à voix basse, et il m'a fallu coller mon oreille contre ses lèvres pour pouvoir l'entendre. Et maintenant, alors qu'elle ne craignait plus ma colère, elle a ouvert son cœur et m'a dit son amour et beaucoup d'autres choses que je n'avais pas pu comprendre. Enfin, elle me dit : « Tu es mon homme, Charlet, et j'ai été une bonne compagne pour toi. Chaque jour, j'ai fait ton feu et ton repas, nourri les chiens, manié la pagaie ou tracé la piste. Jamais je ne me suis plainte. Jamais non plus je ne t'ai dit qu'il faisait plus chaud dans la hutte de mon père ou qu'il y avait plus de nourriture sur le Chilkat. Quand tu parles, j'écoute. Quand tu ordonnes, j'obéis. N'est-ce pas la vérité, Charlet ? J'ai répondu : oui, c'est vrai. Et elle a dit : quand tu es venu à Chilkat, tu m'as acheté et tu m'as emmené sans me regarder, comme un homme achète un chien. Mon cœur était dur, plein de crainte et de rancœur contre toi, mais c'était il y a longtemps déjà. Tu m'as respecté, Charlet, tu as été juste. Pourtant, il n'y avait toujours pas plus de place pour moi dans ton cœur que dans celui d'un homme pour son chien. Je t'ai toujours suivi quand tu as mené de grandes expéditions et pris des risques. J'ai pu t'observer parmi des hommes d'autres races. J'ai vu qu'ils respectaient ta parole comme celle d'un sage. Et je suis devenue fière de toi, au point que tu as fini par occuper entièrement mon cœur et mes pensées. Tu étais comme le soleil du milieu de l'été dont le sillage illumine le ciel sans jamais le quitter. Partout où mes yeux se tournaient, je voyais la lumière. Mais ton cœur était toujours froid, Charlet, et il n'y avait pas de place pour moi. Alors j'ai dit : c'est la vérité. Mon cœur était froid et n'avait pas de place pour toi. Mais c'est du passé. Maintenant, mon cœur est comme la neige au printemps, quand le soleil transforme la glace en rivière et que la végétation réapparaît. Maintenant, on peut entendre la parade des perdrix, le chant des merles et la grande musique de la nature, car l'hiver est vaincu, Pasuk, et j'ai enfin appris ce qu'est l'amour d'une femme. Elle sourit et changea de position afin que je la tienne contre moi. Et elle dit : Je suis heureuse. Après cela, elle resta silencieuse pendant un long moment, respirant doucement, la tête sur ma poitrine, puis elle chuchota : La piste se termine ici pour moi, car je suis fatiguée. Mais avant, je voudrais te dire quelque chose. Il y a longtemps, quand j'étais encore petite fille sur le Chilkat, je jouais parmi les fourrures et les peaux dans la hutte de mon père, pendant que les hommes étaient partis à la chasse, que les femmes et les garçons étaient occupés à ramener la viande. C'était le printemps, et j'étais restée toute seule. Soudain, un grand ours brun à peine réveillé du sommeil de l'hiver, affamé, avec seulement la peau sur les os, a passé sa tête dans la hutte en grognant. Au même moment, mon frère revenait de la chasse avec le premier traîneau. Sans réfléchir, il combattit l'ours avec des bâtons brûlants tirés du feu, et les chiens encore attelés au traîneau se jetèrent sur l'animal. Le combat fut terrible et fit beaucoup de bruit. Ils roulèrent dans le feu, les peaux volaient dans tous les sens, la hutte fut toute retournée. Mais mon frère réussit à avoir raison de l'animal malgré les traces de ses griffes sur son visage. Plusieurs de ses doigts étaient restés dans la gueule de l'ours. As-tu remarqué la main de l'Indien que nous avons croisée quand il a retiré ses moufles pour se les réchauffer au feu ? C'était mon frère, et je l'ai laissé partir dans le silence, alors qu'il mourait de faim.
Voilà, mes frères, ce qu'était l'amour de Pasuk, qui mourait dans la neige, près de Caribou Crossing. C'était un amour profond, car elle avait condamné son frère, pour sauver l'homme, qu'il avait mené sur des pistes sans fin, jusqu'à la mort. Et en outre, son amour était si grand qu'elle s'est sacrifiée. Avant que ses yeux ne se ferment pour la dernière fois, elle a pris ma main et l'a glissée à sa taille, sous sa parka, en peau d'écureuil. Ses yeux se sont fermés. J'ai senti un sac rempli, et j'ai compris du même coup les raisons de sa fatigue. Jour après jour, nous avions partagé équitablement, jusqu'à la moindre portion. Et jour après jour, elle n'avait mangé que la moitié de sa part, et elle avait mis l'autre moitié dans le petit sac, jusqu'à ce jour. Puis elle dit: C'est la fin du chemin pour Pasuk. Mais le tien, Charlet, continue encore et encore, au-delà du grand Chilkoot, jusqu'à la mission Heinz et la mer. Il te conduira à la lumière de nombreux soleils, sur des terres vierges et des eaux inconnues, pendant de longues années pleines d'honneur et de gloire. Il te conduira jusqu'aux cabanes de nombreuses femmes, des femmes de cœur aussi. Mais jamais il ne te mènera à un plus grand amour que l'amour de Pasuk. Et je savais que la femme disait vrai, et j'avais le sentiment de perdre la raison brusquement. J'ai jeté la pochette loin de moi, en jurant que mon chemin s'arrêtait ici aussi, jusqu'à ce que ses yeux fatigués fondent en larmes, et qu'elle dise: Parmi les hommes, Sitka Charlet s'est tenu avec honneur, et sa parole n'a jamais failli. Comment peut-il oublier cet honneur maintenant et dire de telles paroles près de Caribou Crossing? Ne se souvient-il plus des hommes de Forty Mile qui lui ont donné le meilleur de leur nourriture et l'élite de leurs chiens? Pasuk n'a jamais eu honte de son homme. Qu'il se relève, chausse ses raquettes et continue le chemin, afin qu'elle puisse encore être fière de lui. Alors qu'elle s'est refroidie peu à peu dans mes bras. Je me suis levé. J'ai ramassé la pochette. Et j'ai repris la piste. Après avoir chaussé mes raquettes. En titubant. Car mes genoux avaient du mal à me soutenir. Ma tête tournait. Mes oreilles bourdonnaient. Et des éclairs de feu aveuglaient mes yeux. Les souvenirs oubliés de mon enfance me sont revenus. J'étais assis, près des marmites pleines de la fête du potelage. Je dansais et j'accompagnais les chants des hommes et des jeunes filles avec le grondement des tambours de morse. Et Pasuk me tenait la main et marchait à mes côtés. Si je m'endormais, elle me réveillait. Quand je trébuchais et tombais, elle me relevait. Quand je m'égarais dans la neige épaisse, elle me ramenait sur la piste. Et comme un homme qui perd la raison, habité par des visions étranges, et dont les pensées sont semblables à l'ivresse, j'ai pu atteindre la mission Heinz, située en bord de mer. Sitka Charlet ouvrit la tente. Il était midi. En regardant l'astre du soleil glacial, on pouvait deviner au sud les eaux d'Anderson sur la sombre ligne d'horizon. Les reflets du soleil miroitaient de chaque côté. Une myriade de cristaux scintillaient dans l'espace. Au premier plan, en bordure de la piste, un chien loup hérissé de givre poussa son long museau vers le ciel et hurlait.